Bonjour à toutes et tous, on va pouvoir commencer le webinaire. Marie, je ne sais pas si tu nous entends maintenant. Sinon, tu peux remettre un message dans le chat ou te déconnecter et te reconnecter si le son ne fonctionne pas. Euh, on attendait encore quelques personnes, mais elles prendront le train en cours de route. Donc, bienvenue et puis merci d'être présent aujourd'hui à ce webinaire qu'on organise dans le cadre du programme Transition Action de France Nature Environnement qui a pour thème donc la mobilité sobre et la ruralité. Juste pour représenter rapidement le programme Transition Action. Donc, c'est un programme qui est animé par France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté depuis 2021, qui est né dans le cadre d'un appel à projet de la feuille de route de l'économie circulaire. Et on est soutenu sur ce programme par la région Bourgogne-Franche-Comté et l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté, qu'on remercie pour leur soutien depuis bientôt 5 ans. L'idée derrière de ce programme, c'est de favoriser le développement et l'émergence de projets qui travaillent autour des thématiques de sobriété et de low-tech sur tout le territoire de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc par sobriété, on entend en fait l'idée de diminuer nos consommations d'énergie et de ressources afin de respecter les limites planétaires et d'aller vers une consommation qui correspond vraiment à nos besoins réels. Et derrière low-tech, ce qu'on entend, c'est à la fois des outils et des techniques qui sont sobres, durables, accessibles, qui répondent à un besoin, et aussi une démarche dans laquelle on questionne la place de la technique collectivement. Donc une traduction pour low-tech, ça serait sobriété technologique ou discernement technologique. Aujourd'hui, on est sur la deuxième phase de ce programme depuis 2024 et jusqu'en 2027 et on poursuit 3 axes principaux. Donc le premier, c'est animer et développer une communauté régionale d'acteurs qui sont engagés autour de ces questions de sobriété et de low-tech. On a aussi un axe qui consiste à valoriser les expérimentations locales dans le but d'inspirer de nouvelles personnes et structures à mettre en place des projets de sobriété et de low-tech au sein de leur structure. Et un dernier axe qui consiste à acculturer, sensibiliser et former les acteurs régionaux sur ces thématiques qui sont encore peu connues ou peu comprises. Et notamment, dans le cadre de cet axe, on organise des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de mobilité sobre et de ruralité autour de la question comment imaginer une mobilité plus sobre, résiliente et inclusive dans les territoires ruraux en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, avant de passer la main à nos 3 intervenantes du jour, je voulais juste donner peut-être quelques éléments de contexte, rappeler quelques chiffres pour tous repartir de la même base d'informations pour après lancer des discussions informées. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la région Bourgogne-Franche-Comté est une région très rurale, c'est même la première région rurale de France, avec 25% de la population régionale qui habite en zone rurale, contre une moyenne en France qui est seulement de 33%. Et dans ces 55% de population dans les zones rurales, il faut qu'on distingue 3 types de ruralité qui sont assez différentes. Donc on a à la fois des campagnes, des villes et vallées urbanisées, donc c'est en jaune foncé sur la carte. C'est les campagnes qui sont les plus proches des centres urbains, donc avec un accès facilité à la ville, plutôt une dynamique de croissance résidentielle, un lien avec l'activité économique. Donc pas trop d'enjeux comparé aux autres ruralités que sont les campagnes agricoles et industrielles, où là on a une faible influence urbaine, et surtout les campagnes hyper rurales, avec une densité de population très faible et du coup des difficultés au niveau de l'emploi et de la mobilité, et une population vieillissante. Et quand on parle donc de ces campagnes hyper rurales, ça concerne 38% des communes en Bourgogne-Franche-Comté, donc quand même 1489 communes. Donc c'est pas quelque chose d'isolé dans la région. Concernant la mobilité donc dans les zones rurales, on a plusieurs particularités qui sont différentes de celles des villes. Donc avec des distances du quotidien qui sont plus importantes en milieu rural, en moyenne 35 kilomètres qui sont parcourus chaque jour par les habitants des zones rurales, donc c'est plus du double par rapport aux villes. Et on peut voir sur le petit schéma à droite que 53% de ces distances qui sont parcourues par les ruraux, elles concernent des déplacements qui sont entre 10 et 100 kilomètres. Donc c'est quasiment aussi plus du double des déplacements comparés aux habitants des villes. La voiture est le mode de transport principal dans les zones rurales, avec 80% des déplacements qui se font en voiture. On peut noter que dans tous les cas, la voiture est le mode de déplacement principal également aussi pour les villes, mais que c'est une proportion plus importante dans les campagnes.
Et donc assez logiquement, avec ces constats, on a une surreprésentation des communes rurales dans les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Pourquoi est-ce qu'on a cette dépendance à la voiture donc dans les zones rurales? Donc là, on rappelle quelques éléments. Une faible densité de population. Donc par exemple, en région Bourgogne-Franche-Comté, on a 20 habitants au kilomètre carré dans les zones hyper rurales. Un cadre matériel contraignant, que ce soit au niveau du relief ou des conditions climatiques, notamment en hiver. On a 1 habitant sur 6 dans la région qui vit en zone classée zone de montagne. Et on a aussi, une progressive désertification des zones rurales avec 62 des communes françaises qui n'ont plus aucun commerce. Et donc ces différents éléments font que c'est compliqué d'avoir une offre de transport en commun, pour, répondre aux besoins de ces territoires, et on a également peu d'infrastructures adaptées aux mobilités douces. Ce qui fait que les gens sont obligés de se déplacer, loin et avec leur voiture qui est vraiment le seul moyen de transport. Sauf qu'on a aussi 10 des voitures qui possèdent pas de 10 des ménages qui ne possèdent pas de voiture. Donc, nécessairement, on a là un enjeu, de justice sociale et environnementale, et si on parle de transition écologique juste, on doit nécessairement adresser ces enjeux, d'inclusivité par rapport aux personnes en précarité, par rapport aux personnes handicapées, aux personnes qui n'ont pas de voiture, aux personnes vieillissantes. Et donc, on va voir aujourd'hui un peu, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place par rapport à ça? Pour faire le lien avec la sobriété, comment est-ce qu'on peut inclure plus de sobriété dans la thématique de la mobilité? Des fois, c'est des concepts qu'on a un peu du mal à associer parce qu'on dit: «Oui, bah, nécessairement la mobilité, on se déplace, donc c'est pas sobre». On peut quand même jouer sur plusieurs facteurs pour rendre la mobilité plus sobre. Donc, on a identifié notamment 4 facteurs sur lesquels on peut agir. Tout d'abord, la sobriété dimensionnelle. Donc, c'est l'idée qu'on va adapter la capacité du service consommé à son usage. Donc là, on peut adapter le choix de véhicule à son besoin. Est-ce que, c'est mieux que je prenne une voiture ou un vélo ou y aller à pied si je dois aller à 500 mètres de chez moi, par exemple? Réduire le nombre de véhicules en circulation, donc là, on pense notamment à la voiture individuelle. Est-ce que chaque foyer a besoin d'avoir 2, 3 voitures ou est-ce qu'on peut en passer à une seule et une voiture, un vélo, par exemple? Et l'idée de réduire la taille des véhicules. Donc là, est-ce que tout le monde a besoin de se déplacer en SUV ou est-ce qu'on peut, aussi privilégier des véhicules plus légers et donc moins polluants? Un autre levier sur lequel on peut agir, c'est la sobriété organisationnelle. Donc là, c'est l'idée d'organiser l'espace et les activités de façon à pouvoir modérer notre consommation. Donc là, on agit plus sur les leviers structurants. On peut repenser l'aménagement du territoire pour désenclaver certains territoires et rendre plus facile la mobilité. On peut faciliter l'usage des transports doux au niveau des infrastructures et de façon plus générale, on peut, repenser notre rapport au temps. Donc là, notamment, est-ce que, c'est une réflexion autour du temps de travail et de l'endroit où on travaille? Est-ce qu'on peut avoir plus de télétravail? Est-ce qu'il faut qu'on passe à la semaine de 4 jours? Ce genre de réflexion qui vise en fait à limiter nos déplacements en repensant, l'organisation de nos sociétés. Et les 2 derniers leviers qu'on a identifiés, ça concerne la sobriété d'usage. Donc comment est-ce qu'on utilise mieux ce qui est existant pour réduire la consommation? Donc là, on peut parler de réduire la vitesse maximale autorisée sur des routes, notamment par exemple passer à 80 km/h au lieu de 90, ça peut faire des économies, de carburant et donc moins d'émissions de gaz à effet de serre. On peut repenser, les déplacements qu'on fait. Est-ce que tous les déplacements sont nécessaires? Est-ce que certains, on peut limiter la fréquence? Est-ce que d'autres, il faut y renoncer totalement? Donc c'est des réflexions qu'on peut faire, et on a aussi un concept qui s'appelle la démobilité, où là, l'idée, c'est que plutôt que chaque habitant individuellement aille au service, de l'État, aux médecins et cetera. Est-ce que c'est possible de faire déplacer les services chez les habitants? Donc là, notamment, on a une association qui existe en France qui s'appelle Villageois, où, ils organisent des fêtes dans les villages, où tous les services vont se déplacer dans ce village sur une journée et les habitants peuvent avoir accès aux services comme ça, plutôt que chaque habitant se déplace individuellement, pour aller au service. Et donc le dernier levier, c'est la sobriété de collaboration. Là, c'est l'idée de partager les équipements et leur utilisation. Donc on a deux exemples principaux, c'est l'autopartage. Par exemple, dans la région et dans d'autres régions en France, on a le réseau Cities qui existe, qui permet, de louer un véhicule et de pouvoir le partager avec plein d'autres utilisateurs. Et on a la question, du covoiturage. Comment est-ce qu'on peut systématiser le covoiturage, y compris pour des déplacements quotidiens? Et donc, autrement dit, sous forme de schéma, je vous ai mis en bas à droite là les 5 leviers de la stratégie nationale bas carbone
concernant les transports, où on voit bien qu'on peut jouer sur différents facteurs, dont la demande de transport, le mode de transport, le taux de remplissage des véhicules, et certains facteurs sont plus ou moins de sobriété ou de technologie. Donc ça, c'était la petite introduction pour vous présenter un peu sur quel levier on peut agir et quelle est la situation actuelle en Bourgogne-Franche-Comté. Et maintenant, je vais vous présenter nos trois intervenantes qui ont gentiment accepté de venir nous parler aujourd'hui de leur retour d'expérience de la région. Donc, tout d'abord, on entendra Agathe Ménage, qui est chargée de mission mobilité durable et inclusive au Parc naturel régional du Morvan. Elle nous parlera du coup du projet BIM, qui est mis en place actuellement par le PNR et qui est lauréat de l'appel à projet national Teams. Et elle pourra nous parler de la phase du diagnostic du territoire qui vient de se terminer au sein du PNR. Ensuite, on aura Carole Zaquin qui va nous parler de la situation au parc naturel régional du Haut-Jura, donc un autre parc naturel. Et elle nous présentera le programme Livia et les retours d'expérience de ce programme qui vise à développer de nouvelles formes de mobilité sur ce territoire du Haut-Jura. Et enfin, on va parler un peu low-tech avec Floris Lepez, qui est coordinatrice du tiers-lieu La Maison Grand à Étalans dans le Doubs. Et elle nous parlera du projet Vélio, qui est développé par La Maison Grand, et comment est-ce que ça permet d'expérimenter de nouveaux moyens de transport et de nouvelles formes de mobilité. Et donc, sans plus attendre, je vais passer la main à Agathe pour sa présentation. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on pourra faire un petit temps de questions-réponses à l'issue de la présentation d'Agathe et on fera ça pour chacune des interventions. Alors, est-ce que vous voyez bien la présentation en plein écran? Oui, oui, c'est tout bon. Super. Du coup, je voulais commencer par vous donner un petit peu de contexte sur ce projet BIM qui a un nom un petit peu barbare de bifurcation inclusive des mobilités en Morvan. Donc, au parc, on fonctionne avec des chartes sur 15 ans. Et dans la dernière charte qui a été éditée en 2020, on avait pour ambition de devenir un territoire à énergie positive. Donc, l'idée, c'est de réduire sa consommation d'énergie sur le territoire, avec notamment des actions de sobriété, tout en augmentant la production en énergie renouvelable. Et donc, pour réduire la consommation d'énergie, il fallait la diagnostiquer, on va dire, et on s'est rendu compte qu'un tiers de cette consommation d'énergie était liée à la mobilité et au transport. Et donc, voilà, ça a été assez facile de se dire qu'il fallait que le parc s'attelle à ce sujet-là. Donc, on a fait ce constat-là de besoin de sobriété, mais si on le met au regard un peu de notre contexte territorial, donc on est une petite montagne, on fait partie des territoires hyper ruraux qui étaient cités dans l'introduction, avec 14 habitants par kilomètre carré si on enlève les villes aux extrémités du parc, que sont Autun et Avallon. On a un habitat semi-dispersé, ça veut dire on a peu de monde, mais on a du monde un peu partout, donc c'est dur de densifier. Et puis, on a aussi 8000 km de chemins ruraux, je vous en reparlerai. Et au niveau des limites administratives sur notre territoire, on est à cheval sur 4 départements et 8 communautés de communes qui ont toute la compétence mobilité, mais il y a une seule communauté de communes qui est entièrement comprise dans le territoire. Donc, à la fois, le parc du Morvan, ça correspond à certains bassins de vie, mais qui eux-mêmes ne correspondent pas toujours aux limites administratives et ça crée encore plus de difficultés à mettre en place des solutions de mobilité. Ensuite, au niveau de la population, bah, on recroise ce qui a été dit dans l'introduction. On a des revenus médians assez bas, notamment comparés aux moyennes départementales. On a une population vieillissante. Et puis, au niveau des transports en commun, il y en a très peu. Et quand il y en a, ils sont toujours orientés à l'extérieur du territoire pour rejoindre les grandes villes. Donc, ça fait qu'à l'intérieur du territoire, il y a vraiment très, très peu de solutions proposées aux habitants.
Du coup, c'est pour ça qu'on a candidaté au programme Teams. Donc, le programme Teams, c'est un programme national qui est financé par les C2E, les contrats d'économie d'énergie, si je dis pas de bêtises. Donc, leur projet initial, c'était de soutenir 70 projets locaux, vraiment dans l'action, par exemple, des plateformes de mobilité. Et puis, ils ont voulu faire un petit peu un dézoom et donc proposer à 9 territoires de s'intéresser à la mobilité, à la fois avec l'angle de la mobilité durable, mais aussi avec l'angle de la mobilité solidaire ou inclusive en fonction de comment on l'appelle. Et donc, il y a 9 territoires en France qui sont en train de travailler là-dessus, dont le parc du Morvan. Donc, les territoires, ils ont été missionnés pour travailler sur 3 grands axes. Donc, un diagnostic, une instance de gouvernance et puis une stratégie. Donc, après, à voir comment chacun on s'en emparait. Donc, au niveau du parc du Morvan, on a découpé le diagnostic en 3 parties. Donc, il y a eu une partie très technique. Factuel de quelles sont les offres, qui porte les offres, c'est quoi les flux sur notre territoire, quelles sont les zones blanches. Et puis un volet beaucoup plus humain où on est allé à la rencontre des acteurs, des habitants. On a fait un questionnaire grand public qui a assez bien marché à l'échelle du massif. Et puis un dernier volet un petit peu thématique parce qu'on pressentait 5 solutions qui pouvaient bien fonctionner au niveau du PNR. Donc il y avait l'usage du vélo, les véhicules intermédiaires, l'autopartage, l'autostop et le covoiturage. Et on s'est dit qu'on voulait vraiment pousser ce sujet-là, voir est-ce que c'est vraiment pertinent sur notre territoire et si oui, où est-ce qu'on commence? Voilà. Et puis, une petite particularité, c'est qu'on travaille aussi avec Atmo BFC, qui est un organisme à l'échelle de la Bourgogne qui permet d'avoir beaucoup de données. Normalement, c'était plutôt sur la qualité de l'air, mais là, ils ont développé un nouvel outil sur la mobilité et ça nous est bien utile. Ensuite, sur la partie gouvernance, donc là, ça s'est fait un petit peu au fil de l'eau, mais ça va s'accélérer sur l'année 2026 parce que oui, le projet a commencé en novembre 2024 et se finira en octobre 2026. Donc au niveau de la gouvernance, l'idée, c'est vraiment d'essayer de mélanger les deux mondes à la fois de plutôt institutionnel sur souvent qui s'attelle au sujet de la mobilité durable avec le monde de l'inclusion pour essayer de mettre cette stratégie en place en mettant vraiment tout le monde autour de la table et qu'on s'assure que si on met en place des nouvelles solutions de mobilité dans le Morvan, il faut qu'elles soient inclusives. Voilà, donc ça c'est un peu les enjeux. Et je voulais vous parler, du coup, oui, il y a quelques spécificités à notre projet. Donc, comme je vous disais, on a 8000 kilomètres de chemins ruraux. Donc, on a un collègue qui travaille à plein temps sur comment remobiliser les chemins ruraux dans la mobilité du quotidien et notamment pour accompagner les maires et les mairies quand elles veulent traiter ce sujet-là. Parce que voilà, il peut y avoir plein de sous-problèmes à ça. Ensuite, on a commandé une étude à une entreprise à but d'emploi sur le territoire, à l'USI, pour qu'elle nous éclaire un peu sur comment ces entreprises à but d'emploi peuvent prendre leur place dans cet écosystème de la mobilité durable et inclusive. Et puis, le dernier point, c'est que le Morvan, c'est un territoire très touristique. Donc, comment on fait pour à la fois créer une offre touristique bas carbone et accessible financièrement? On pourra en rediscuter si vous avez des questions. Voilà, là, je vous ai mis un peu les temps forts de ce diagnostic, surtout l'aspect un petit peu, humain. Donc on a eu des ateliers avec les partenaires. Donc les partenaires, ça va être les partenaires institutionnels, associatifs et sociaux, où là, vraiment, on est allé chercher leur expertise du territoire. Donc à la fois pour bien caractériser quels sont les publics qui rencontrent des problèmes, enfin des difficultés liées à la mobilité. En même temps, voir quels sont les atouts, les opportunités et les menaces qui pèsent sur le territoire liées à la mobilité dans l'état actuel des choses. Et puis, on est aussi allé à la rencontre des habitants avec des ateliers qu'on a appelés focus group, où l'idée, c'était après
avoir récolté tous les résultats du questionnaire pour pouvoir aller creuser certains points qui nous questionnaient. Donc, on a fait un atelier dans un centre d'accueil de personnes demandeurs d'asile, et puis un atelier avec une mission locale et un centre social plutôt sur le public jeune. Ensuite, on a mené à peu près 40 entretiens avec des acteurs du territoire. Donc, il faut savoir aussi que le fait qu'on ait 4 départements, 8 communautés de communes, ça multiplie très rapidement tous les interlocuteurs. Donc, c'était intéressant de voir aussi les avancées de chaque territoire. Il y en a qui sont en avance sur l'aspect durable, il y en a qui sont en avance sur l'aspect inclusif. Et ça va vraiment nous permettre de les alimenter les uns les autres avec la suite du programme. Et puis, il y a eu quelques temps en distanciel parce que c'est un territoire assez vaste et ça nous a permis d'avoir des temps où on rassemblait vraiment tout le monde autour de la table et où il pouvait y avoir le même niveau d'information à chaque fois. Et aussi pour les ateliers, les derniers, on les a sectorisés. On a coupé le Morvan en 3 et voilà, on est allé faire les ateliers dans ces zones-là. Ça nous a permis de vraiment s'ancrer sur des parties du territoire et parfois, voilà, changer d'échelle, c'était pertinent à ce moment-là. Et je voulais juste vous faire un petit zoom sur le questionnaire. Donc, l'idée de ce questionnaire, c'était de récolter la parole des habitants, mais avec quelque chose vraiment pensé pour que ce soit facile à remplir. Donc, on a fait une version en ligne, mais aussi une version papier pour éviter l'aspect fracture numérique. On a fait relire cette version papier par des partenaires de l'action sociale comme des associations caritatives ou des centres sociaux. Et justement, ces acteurs qu'on avait réussi à rassembler autour de ce projet-là, ça a été vraiment des acteurs clés pour relayer le questionnaire et augmenter le taux de réponse justement du public qu'on cible avec ce programme-là. Donc, on a eu 1200 réponses. Bon, après, il y a presque 70 000 personnes dans le Morvan, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc on était assez étonnés et en même temps, c'est un bon apprentissage de voir qu'en fait, dans les grandes villes, enfin les grandes villes, les villes de plus de 1000 habitants, ça répondait pas forcément à un taux exceptionnel parce qu'en fait, souvent, il y a déjà quelques petites choses de mise en place où il y a déjà eu des questionnaires et par contre, on a eu des taux de réponse incroyables dans des villes vraiment au cœur du Morvan, très très rurales, où finalement c'était peut-être la première fois qu'on allait à la rencontre de ces habitants pour récolter leurs informations. Et puis, on avait laissé la possibilité de laisser son adresse mail pour des habitants qui voudraient voilà, être recontactés, participer potentiellement à des ateliers. Et on a eu 140 personnes qui étaient intéressées. Donc ça, c'est plutôt une réussite. Donc voilà, je vous ai présenté plutôt la démarche que les résultats qui sont en cours de finalisation. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions et j'ai fini ma présentation. Merci Agathe. Il y a une question dans le chat de Larar qui demande comment est-ce qu'on peut contacter ton collègue qui s'occupe de remobiliser les chemins ruraux. Et bah, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je lui transférerai. Il y a mon mail là sur la diapositive actuelle, mais voilà, il n'y a pas de souci, il sera ravi de vous répondre, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont une question? Oui, je vois que Arnaud lève la main. La Oui, parole est à bonjour. vous. Du coup, on se connaît parce que moi je suis le parc du Morvan et je suis aussi les Comcom. En fait, les questions d'articulation, t'en as parlé, mais comment ça se passe très concrètement? Parce que par exemple, le Pays Nivernais Morvan porte un AMI sur de l'autopartage. Donc il y a un travail qui est fait. En même temps que vous êtes en train d'analyser sur un périmètre plus large, je Mm. sais combien c'est compliqué de dépasser les frontières, mais comment vous arrivez à travailler ensemble? Ou pas Eh d'ailleurs? bien, le postulat de base, on s'était dit, voilà, faut vraiment que ce projet-là, ce soit une plus-value pour les territoires, que le parc vienne pas du tout concurrencer, notamment les communautés de communes qui ont la compétence. Donc, on y allait un peu aussi de manière exploratoire et il y avait un sujet où on savait qu'on voulait vraiment se lancer dessus, c'était travailler sur les liaisons entre les Comcom parce que c'est pas de la compétence des communautés de communes, c'est plutôt de la compétence de la région.
Et du coup, voilà, on voulait s'intéresser à ce sujet-là, potentiellement pour faire le relais avec la région et voir comment on pouvait traiter ça. Notre envie, c'était de mettre tout le monde autour de la table et de faire un projet vraiment exhaustif. En fait, on se rend compte que dans les endroits où la communauté de communes a pris la compétence, il y a déjà énormément de choses mises en place. Les liens, ils sont souvent bien établis et il y a de la coopération locale qui fonctionne super. Et donc, en fait, c'est pas spécialement dans ces endroits-là, notamment, je pense, à Autun, qui est notre plus grosse ville, où voilà, il y a une super dynamique sur la mobilité. C'est pas forcément là qu'on est le plus attendu. Par contre, dans les territoires où bah, il n'y a pas trop d'ingénierie dans les Comcom, parce qu'on a des petites Comcom, là, ils sont contents de voir arriver soit le parc, soit le pays. Et effectivement, on essaye pareil de pas faire doublon avec le pays. Donc, au lieu de mettre tout le monde autour de la table, je vois ça plutôt comme on essaye de combler les trous, de lisser un petit peu ce qui se fait sur le territoire pour essayer bah, d'aider au plus ceux qui ont envie d'avancer mais qui auraient un petit peu un manque d'ingénierie, je dirais. Mais après, tout le monde, enfin, la CCGAM est très impliquée dans le projet, suit le projet et nous, on apprend beaucoup de ce qu'ils font aussi de leur côté. Et si j'ai droit à une deuxième question, tu l'as abordé rapidement sur la gouvernance, mais comment ça marche point de vue politique? Parce qu'il y a des Comcom qui ont pris la compétence, mais il n'y a aucun moyen où c'est un chargé de mission qui fait déjà 12 000 autres sujets. Et du coup, côté BIM, vous avez des élus référents qui discutent avec les élus référents des Comcom ou ce sont les mêmes? Enfin, comment ça fonctionne politiquement? Alors, du coup, nous, on a effectivement une élue référente qui est Jessica Rassiti, qui est vice-présidente au parc en charge de l'adaptation au changement climatique, la transition énergétique et la mobilité. Donc, elle porte ce projet-là. Après, au niveau politique, peut-être qu'elle en parlerait mieux que moi, mais en fait, on a deux communautés de communes qui ont eu la volonté politique de mettre en place un PMS, un plan de mobilité simplifié. Et pour les autres communautés de communes, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense que c'est peut-être partagé entre soit une volonté politique, soit un manque d'ingénierie. Et voilà, nous, l'idée, c'est aussi d'essayer bah, de faire, de transmettre l'information, de faciliter le fait de vouloir se lancer dans un PMS qui permettrait vraiment d'être structurant pour le territoire, sans voilà, prendre la place des communautés de communes ou du projet politique des élus. Et après, je pense que les élections arrivant bientôt, enfin, c'est les fins de mandat, c'est un petit peu compliqué pour les communautés de communes de se lancer là-dedans. Mais au prochain mandat, on espère qu'on aura des nouveaux PMS. Merci. Merci Agathe. Est-ce qu'il y a une autre question pour Agathe? Dans le chat, je vois rien. Je vois que oui, Pascal de Alter a envoyé des ressources dans le chat si ça vous intéresse de creuser plus sur le programme BIM du PNR du Morvan. Je vois pas d'autres questions, du coup, je propose de passer à la présentation de Carole. On va partir dans le Haut-Jura. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je lance le diaporama. Voilà, c'est tout bon pour vous? C'est tout bon. C'est tout bon. On voit en plein écran. Alors, je vais vous présenter donc le programme Livia que l'on développe à l'échelle du pays du Haut-Jura. Voilà, j'arrive à passer la diapo. Le pays du Haut-Jura, ce sont 4 communautés de communes dans le Haut-Jura qui sont Haut-Jura-Arcade, Haut-Jura-Saint-Claude, La Grand-Vallière et Station des Rousses, et qui constituent un bassin de mobilité pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Le projet, il a démarré en 2018 et à l'époque, on avait une 5e communauté de communes qui était Jura Sud et qui a rejoint Terre d'Émeraude, enfin qui a fusionné et qui a donné Terre d'Émeraude Communauté. Donc le projet, voilà, au début, il était à 5 communautés de communes et à la fin, sur la deuxième partie, il est fini à 4 communautés de communes.
Euh, le constat, donc c'était un peu ce qui a été évoqué là dans les présentations précédentes, hein. On est un territoire plutôt rural avec les contraintes relief et conditions météo de la moyenne montagne, territoire très dépendant à la voiture, peu d'offres de transport en commun et d'infrastructures liées à la mobilité douce. Néanmoins, on a réalisé un diagnostic pour lancer ce projet et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une certaine autonomie en termes de déplacement au sein du territoire, que 70% des déplacements pendulaires étaient internes au territoire et 40% internes aux communautés de communes. Donc, il y avait du coup un enjeu à créer, en tout cas à développer, créer des choses internes au territoire. Et c'était important aussi de le montrer parce qu'on est un territoire frontalier avec beaucoup de déplacements transfrontaliers, notamment pour le domicile-travail. Et finalement, voilà, même si c'est une part importante de la mobilité, il y a quand même l'essentiel qui est interne au territoire. En développant ce projet, il y avait une volonté aussi de travailler sur l'aménagement des bourgs-centres et le maillage des bourgs-centres, parce qu'on avait tout un projet de revitalisation des bourgs-centres qui était mené en parallèle. Donc, suite au diagnostic, on a bâti un schéma directeur avec 3 axes de travail. Déjà, de travailler sur les bourgs-centres et d'y créer des pôles de mobilité. Alors, pas forcément des pôles de mobilité au sens matériel du terme, hein, j'y reviendrai. Ensuite, de travailler sur le maillage du territoire, donc pour relier les bourgs-centres entre eux, mais aussi pour relier les communes plus rurales aux bourgs-centres. Et enfin, tout un enjeu sur la promotion des solutions de mobilité durable puisqu'un des constats, c'est que le peu d'offres qui existaient étaient assez méconnues. Donc ce projet nous a amené à identifier et à déployer 6 services et types d'équipements de mobilité. Ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est un programme du coup partenarial les investissements étaient portés par les communautés de communes du pays et le parc du Haut-Jura assurait la coordination et la mutualisation de l'ensemble des actions développées. Donc on a porté très concrètement le groupement de commandes pour déployer toutes ces solutions et ces services. Donc les 2 premiers services concernent le vélo, j'y reviendrai un tout petit peu plus en détail derrière, avec un service de location longue durée de vélo assistance électrique et l'installation de stationnement vélo. On a travaillé aussi sur un service itinérant d'autoréparation de vélo qu'on appelle la bicouterie jurassienne, la mise en place d'un service d'autopartage, la mise en place sur tout le territoire d'un service d'autostop organisé, et puis enfin un réseau de bornes de recharge dont je ne parlerai pas aujourd'hui, un petit peu en décalage avec le thème. Et ça accompagné de premières actions de communication, et notamment qui ont permis de définir, entre guillemets, la marque Livia, Mobilité Agile du Haut-Jura, et toute une communication autour des premiers services déployés. Rapidement, service location vélo longue durée, donc dédié aux habitants pour une durée de 1 mois. Il y a une communauté de communes qui a souhaité quand même faire 15 jours. L'idée, voilà, c'est que les habitants puissent tester le vélo assistance électrique pour leur déplacement du quotidien sur une durée un petit peu significative, quoi, pas juste 1 jour ou 2. Donc il y a 3 Comcom qui ont mis en place ce service pour une 50aine de vélos au total. En retour d'expérience, ce service a très bien fonctionné au début. Les 2 premières années, il y a eu beaucoup de réservations, surtout sur la période, la bonne période au niveau climatique. Et là, il y a nettement moins de demandes. Donc, on est en train de s'interroger si c'est juste une question de communication ou si, en fait, les habitants qui voulaient tester l'ont fait et maintenant, il y a moins de demandes. Donc, ça, c'est en questionnement. Ensuite, pour les stationnements, donc on a mis en place les consignes individuelles que vous voyez à gauche, principalement dans les bourgs-centres à côté de services, et également beaucoup d'arceaux, là quasiment dans toutes les communes, plus simple. Donc les consignes plutôt pour un stationnement longue durée et pour sécuriser les stationnements de vélo assistance électrique notamment, et les arceaux, voilà, plutôt dédiés à un stationnement vélo courte durée.
L'autopartage, donc on l'a déployé avec Cities. Donc on a mis en place 3 voitures, 2 dans les villes du territoire qui sont Saint-Claude et Morée, et une dernière à l'Ajoux qui est le siège de la Maison du Parc. Et la particularité du système, c'est que ce sont des véhicules qui ont été donc achetés par les collectivités, donc par les communautés de communes et par le parc, des véhicules électriques, et qui sont utilisés par les services des collectivités et qui sont mis aussi à disposition du public, des habitants, via le système d'autopartage Cities. Ce système, ça permettait notamment de garantir une utilisation minimale du véhicule par les collectivités et d'amortir le véhicule parce qu'on n'était pas sûr que la proposition, en tout cas que les habitants adhèrent à la proposition. Il s'avère qu'aujourd'hui, on a environ une trentaine d'abonnés au service avec des usages qui sont relativement réguliers. Donc voilà, c'est pas une révolution, mais il y a quand même voilà, des habitants qui se sont appropriés le service et donc maintenant voilà, l'enjeu c'est de continuer à le faire connaître parce qu'il y a encore beaucoup à faire et à continuer à ce qu'il soit utilisé. Le service donc d'autostop, donc on a travaillé avec Réseau Pouce, qui est proposé par Mobicop maintenant. Donc ça a principalement consisté à installer des arrêts autostop, comme vous voyez sur l'image de gauche, pour favoriser la pratique de l'autostop sur le territoire. Du coup, Réseau Pouce nous met à disposition l'application qui permet notamment d'identifier l'emplacement des arrêts et également du coup des outils pour faire de la communication. La Biclouterie jurassienne, donc l'atelier d'autoréparation de vélos. Là, du coup, c'est le pays du Haut-Jura qui a financé tout ce qui est investissement, donc la remorque, tout ce qui est petit outillage matériel. Et on travaille en partenariat avec le CPIE du Haut-Jura, qui lui, du coup, organise des ateliers itinérants d'autoréparation de vélos sur le territoire. Voilà, donc ça, c'était pour l'aspect plutôt offre et service. Ensuite, quand on parle mobilité durable, il y a un deuxième volet qui est important à traiter en parallèle, c'est tout ce qui est le volet demande, et donc faire en sorte que les services qui sont déployés soient connus et appropriés par le plus grand nombre. Donc en parallèle de cette première phase de programme qui était plutôt dédiée aux services et équipements, on a développé un deuxième volet qui concernait plutôt des actions de communication et d'animation pour faire connaître toutes les offres de mobilité durable qui existaient sur le territoire. Alors ça a donné lieu notamment à la réalisation de 6 vidéos témoignages et aussi vidéos pédagogiques où on a souhaité mettre en scène et mettre en lumière des habitants qui pratiquaient, on va dire, la mobilité durable de différentes façons sur le territoire. Et alors là, je vais tenter la bascule vers la petite vidéo de présentation de ces 6 vidéos. Je crois qu'on n'a pas le son de la vidéo, Carole. Ah mince, fallait que je rappuie sur inclure le son. Hop. Salut Laure, cap ou pas cap d'aller faire tes courses en vélo? Cap ou pas cap de vivre en ville sans ta voiture? D'aller à la Via Ferrata en autostop? D'aller visiter le Haut-Jura sans votre voiture? Cap. Cap, ouais, on peut essayer.
Je reviens sur le diaporama. Donc, ces vidéos, elles avaient vocation principalement à être diffusées sur les réseaux sociaux. Et on a également fait une diffusion dans les cinémas du territoire, avec les pubs, là, avant les séances. Ah non, je reviens sur le diaporama. Voilà, en parallèle, en action de communication, on a réalisé une page sur notre site internet qui permet de répertorier toutes les offres de mobilité qui étaient proposées sur le territoire et qu'on essaye de mettre à jour. Donc aussi bien les offres régionales que les offres plus locales. On a également aussi créé un groupe Facebook dédié à la mobilité durable du Haut-Jura. Je crois qu'on a plus de 130 membres à l'heure actuelle et on diffuse régulièrement des informations mobilité. En termes d'animation, on a développé deux types d'animation. Des animations, enfin, on a développé un stand avec le CPIE du Haut-Jura pour, on va dire, interpeller le grand public sur les enjeux d'écomobilité. Donc là, vous voyez à gauche un peu une des approches qui est vraiment de traiter du changement de comportement et d'amener les participants à se questionner du coup sur cette question des changements de comportement par rapport à leurs pratiques de mobilité. Et du coup, ce stand, on le tient sur des événements ou des marchés, voilà, vraiment sur des lieux où on peut aller à la rencontre du grand public. On a également aussi développé des animations pour les scolaires en s'appuyant principalement sur le savoir rouler à vélo, donc qui vise à former les élèves de CM2 à la pratique du vélo avant l'entrée au collège. Et on a ajouté à ce programme un module qui permet de parler de mobilité durable au sens large dans le Haut-Jura. On anime aussi des challenges, donc le challenge mai à vélo, qui est en mai comme le titre du challenge, et également le challenge mobilité proposé par l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté, qui s'adresse là du coup aux entreprises et aux salariés. Et enfin, on a également réalisé un accompagnement test pour une entreprise pour travailler sur une démarche mobilité au sein d'une entreprise on a développé du coup des outils clés en main adaptés au territoire du Haut-Jura pour faire un diagnostic et pour développer un plan d'action. Et on a proposé du coup un accompagnement personnalisé par un prestataire spécialisé en mobilité employeur. Donc ça, on l'a testé enfin c'est même en train de se finaliser, mais on a fait cette démarche avec une entreprise sur le territoire. On a eu quelques difficultés, on avait de quoi faire 5 et on n'a pas trouvé de volontaires dans les temps impartis pour mener cette action sur plus d'entreprises. Et puis pour finir, toute cette action, elle s'appuie aussi sur un réseau d'acteurs de la mobilité. Donc l'idée, c'est qu'à l'échelle du Haut-Jura, voilà, toutes les personnes qui travaillent, je vais dire, de près ou de loin sur ces questions de mobilité, puissent se rencontrer, qu'on puisse partager des informations, partager des retours d'expérience. Et donc, on essaye de faire au moins une rencontre par an des acteurs de la mobilité. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Merci Carole. On a déjà quelques questions dans le chat, du coup je vais les lire. On a une première question de Nelly. Savez-vous si les habitants qui ont testé les VAE ont ensuite acheté un VAE et se déplacent régulièrement avec? Alors, on n'a pas enfin, pour l'ensemble des actions, là, on n'a pas encore de bilan et d'évaluation précise. Donc, c'est plutôt pour l'instant des informations moi, qui peuvent remonter des communautés de communes ou des gestionnaires de différents services. Pour ce qui est l'allocation de VAE, alors, il y a eu une bonne partie, ouais, en tout cas sur une Comcom, là, sur le Haut-Jura Arcade, du retour que j'ai eu, c'est que la première année, oui, il y a eu un bon retour d'achat suite au test. Je crois que c'était de l'ordre de 50%. En gros, c'était des gens voilà, qui étaient déjà prêts à l'achat, mais qu'on voulu tester, et puis ça a confirmé, ça s'est bien passé.
Après, il y a quand même une partie des habitants qui n'ont pas fait qui ont pas fait le pas de l'achat et qui demandent là de façon récurrente la location pendant un mois chaque année. Et là, justement, voilà, ça pose la question de quoi faire pour que du coup, ils passent éventuellement à l'achat. Sûrement une question de coût d'achat. Mais là, voilà, on n'a pas de réponse par rapport à ça. Une autre question de Nelly, est-ce que vous avez un retour sur l'utilisation de l'autostop par les habitants? Alors, on n'a pas beaucoup de retours, parce que du coup, c'est vraiment une pratique qu'on peut pas mesurer. Quand l'autostop marche bien, bah, du coup, on voit pas beaucoup les autostoppeurs le long de la route. Euh, mais du coup, par rapport à ça, enfin, les retours que j'ai, moi, c'est que c'est quand même, finalement, les panneaux sont assez discrets. Il y a même des pratiquants d'autostop qui ont pas vu ces panneaux, on va dire, germer sur le territoire. Donc du coup, voilà, l'enseignement, c'est que l'autostop, il reste quand même plutôt réalisé par les jeunes ou par ceux qui ont déjà un peu l'habitude et que c'est pas de nouveau public qui se lance dans l'autostop. Donc ça, voilà, c'est un peu une question aujourd'hui. Enfin, il y a deux réflexions. C'est que il y a besoin de beaucoup communiquer pour du coup faire connaître cette solution et éventuellement que de nouvelles personnes adhèrent à cette pratique. Mais voilà, quand on n'est pas forcément enfin, prêt à justement se mettre au bord de la route, attendre, et voilà, c'est un peu une situation d'incertitude. Voilà, c'est pas forcément quelque chose aussi qui convient à tout le monde. Donc aujourd'hui, voilà, on est un peu en réflexion à savoir est-ce qu'il faut vraiment voilà, communiquer beaucoup et mettre beaucoup d'énergie à communiquer sur l'autostop, ou est-ce qu'il vaut mieux garder de l'énergie pour d'autres pratiques comme du covoiturage organisé, euh, par exemple. Voilà. Une question de Anne-Sophie, avez-vous une méthodologie pour vérifier l'existence d'un report modal grâce aux différentes solutions mises en place? Non, clairement, aujourd'hui, non, aucune méthodologie. Il faudrait déjà voilà, qu'on travaille sur un bilan et une évaluation de tout cela. Et aujourd'hui, voilà, ça n'existe pas. Amandine qui demande si c'est possible de partager les liens. Je pense que c'était les liens des vidéos. C'est à ça que ça fait référence. Est-ce que tu Oui, pourras partager les liens dans le chat peut-être tout à oui, l'heure? d'accord. Je le ferai après effectivement mon Oui, intervention. ça marche. Et une question de Guillaume, pourquoi souhaiteriez-vous que les habitants achètent leur propre VAE? C'est vrai qu'on parle de la voiture en autopartage. Est-ce qu'on peut avoir du vélo partage? C'est-à-dire que pour l'instant, en fait, voilà, l'offre de location de VAE, c'est 50 VAE sur le territoire, donc c'est assez limité. Et donc, du coup, si on veut qu'effectivement on fasse du VAE partage, c'est une autre organisation. Et pour l'instant, ça, on l'a pas encore étudié. Mais souvent, en fait, voilà, en tout cas, c'est du VAE, par exemple, pour aller au travail. Quand il fait à peu près beau, voilà, les différentes personnes risquent d'en avoir besoin en même temps. Donc après, voilà, faut voir l'usage et les potentiels. Mais voilà, on était plutôt sur une solution individuelle, enfin d'équipement individuel, plutôt que du VAE en type autopartage. Ça marche. C'est juste des commentaires dans le chat maintenant, donc je te laisserai rebondir dessus, Carole, si besoin. Je vois pas d'autres questions. Du coup, je propose de passer à Floris. On va aller du côté des talents, découvrir les véhicules intermédiaires, donc le Vélio. Oui, bonjour à toutes et à tous. Du coup, je vais faire part d'une expérience qui est qui est à plus petite échelle que les deux précédentes qu'on a entendues. Alors c'est pareil, j'ai pas vraiment joli diaporama, mais ça illustrera quand même mon propos. Rapidement, pour vous dire un petit peu d'où je parle, donc moi je suis coordinatrice de la Maison Grand, qui est une association qui existe depuis 2022. Qui est issue
d'une initiative citoyenne des habitants du territoire et des acteurs associatifs notamment, avec des besoins notamment locaux communs et puis des envies de faire autour de l'écologie, autour de la convivialité, une envie de créer du lien social sur le territoire, d'innover et puis de mettre en commun à la fois des outils, des compétences et puis des espaces. Tout ça, ça a donné lieu donc à l'émergence de la Maison Grand, dont je suis donc la seule salariée depuis 2025. En termes d'activité, on se base sur 4 pattes pour l'instant, en tout cas, notre chaise à 4 pattes, à savoir déjà le café associatif, avec une programmation qu'on appelle culturelle et citoyenne, dans le sens où l'idée c'est de multiplier les portes d'entrée pour rentrer à la Maison Grand. Donc ça peut être voilà, des choses engagées autour de l'écologie ou de la citoyenneté, comme des choses très large public et familiales, comme je sais pas, les soirées fléchettes, soirées œnologie. Vendredi, vous pouvez venir au tournoi de Mario Kart. L'idée, voilà, c'est de multiplier les possibles pour se rencontrer. On a un Fab Lab, donc avec une communauté de makers qui bricolent autour de l'informatique. Et le mercredi après-midi, une animation numérique à destination de tous, mais notamment des plus jeunes. On héberge un atelier coopératif qui est animé par l'association La Fignole. Et là, l'idée, c'est de mutualiser à la fois des ateliers des machines et surtout des savoir-faire. Donc après, il y a des initiations à la soudure, au tour à bois, au chantournage, des initiations et des ateliers pour les enfants. Voilà, c'est encore une fois de se retrouver autour du faire et autour de l'outil. Et puis, la 4e patte, c'est la location d'espace de travail. Là, l'idée, donc, au-delà de compléter notre modèle économique, c'est surtout d'accueillir des professionnels qui n'auraient pas forcément des besoins récurrents en espace, et surtout après de permettre la mise en lien de ces professionnels, le fait d'accueillir un public varié. Voilà un petit peu pour poser le contexte de notre structure. Pour faire le lien donc avec la low-tech, toutes les valeurs qui réunissaient les bénévoles et les acteurs de la Maison Grand, ça allait quand même autour d'une envie donc du partage de savoir-faire, des idéaux écologiques et une envie de faire autrement ensemble. Et donc du coup, tout ça, ça a animé une volonté de faire quelque chose autour de la low-tech au niveau du territoire. Déjà parce que pour questionner le rapport à la mobilité. Alors nous, on n'est pas en ultra grande ruralité, mais ça reste de la ruralité. On n'est pas très loin de Val-d'Aon, qui est une petite ville. On est desservi par le train, on a des bus, un petit peu à l'extérieur du village. Mais en tout cas, voilà, on est nombreux à prendre la voiture pour moins de 5 km. Le rapport à l'autosolisme, voilà, c'était quelque chose qu'on avait envie de questionner. Et de manière générale, le lien à acheter les choses, ne pas les réparer, voilà, des sujets qu'on avait envie d'empoigner et surtout de permettre aux personnes du territoire de se questionner ensemble. On avait envie de faire autrement, notamment pour se déplacer et de faire ensemble. Et surtout d'imaginer des choses qui étaient adaptées au territoire, donc des solutions locales. Donc tout ça, ça fait le lien clairement avec la low-tech, parce que c'est quand même un peu 3 pattes. La low-tech, c'est des solutions utiles, donc on ne va pas doubler les outils, accessibles à la fois budgétairement, mais aussi en capacité de réalisation, et puis durable parce que réparable, parce que fait avec des matières locales, etc., ou de réemploi. On a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt qui était porté par l'ADEME autour de la low-tech. On est lauréat, super, youpi. Ça peut nous aider à animer tout ça. Donc on a plusieurs axes sur cette AMI, notamment donc la mobilité avec véhicules intermédiaires, l'animation d'ateliers pour créer des objets low-tech du quotidien, et puis l'animation d'une communauté autour de l'autoconstruction et l'autonomie technique paysanne. Mais donc, du coup, je vais vous parler du véhicule intermédiaire. En fait, on s'est donc lancé dans l'aventure Vélio.
Pourquoi le Vélio? En fait, c'est un véhicule intermédiaire, donc à 3 roues, avec batterie, avec un panneau solaire, qui a été imaginé et développé par une association qui s'appelle Vélo solaire pour tous, et surtout qui a eu la bonne idée de mettre en open source tous ses plans et tout son travail et toutes ses progressions du projet accessibles à tous. Donc en fait, ça rend ce véhicule théoriquement constructible par n'importe qui. Pourquoi aussi ce vélo? C'est qu'il avait l'avantage de transport. Enfin, on peut transporter plusieurs personnes, notamment des enfants, mais pas que. Et puis du matériel. En fait, l'idée, c'était quand même de répondre aux besoins des petits trajets quotidiens. Donc, typiquement, aller faire ses courses, typiquement, aller chercher ses enfants à l'école. Et voilà. Et en fait, ce véhicule, il est on peut le customiser en fonction des besoins. Donc, on peut mettre, il y a forcément un conducteur, mais on peut mettre jusqu'à 2 adultes ou 3 enfants à l'arrière. Et puis, on peut mettre, voilà, on a la photo à gauche là d'un artisan qui l'a adapté à ses besoins professionnels. Comment on s'est lancé? Déjà, il a fallu qu'on trouve des gens intéressés et motivés pour nous rejoindre. Donc, on a fait une première réunion publique pour dire, bon, voilà le projet, voilà notre idée. Est-ce que ça intéresse du monde? On n'était pas franchement très nombreux, en vrai. On devait être une petite, ouais, on devait être 8, je crois. Et puis petit à petit, en fait, ça a fait son chemin, ça a fait du bouche à oreille. Et quand on a officiellement lancé l'aventure en mode, on se remonte les manches, on va étudier les plans et puis on va voir comment ça se fait. On a commencé à avoir un peu de monde quand même. On était une petite dizaine et surtout avec des compétences incroyables. On avait des gens qui savaient lire des plans techniques, des personnes qui étaient calées en informatique précise, en électricité précise. Enfin, c'était naturellement des gens de tous bords sont venus. Et puis on avait aussi des bricolos du dimanche. Et puis on avait des gens qui étaient juste curieux par la démarche. Dans l'idée, je n'ai pas précisé, mais le Vélio, hors partie électrique, peut se construire avec une clé de 10. C'est un peu un gros mécano qu'on doit électrifier, et ça, c'est un peu plus technique, mais sur la partie structure, c'est vraiment réalisable. Notre idée, c'était de réaliser un challenge 24 heures. Donc, de réunir tous les gens motivés pendant 24 heures, donc du samedi 9h au dimanche 9h, et de faire sortir au tout départ 3 vélos. On avait l'ambition de créer 3 vélos. Rapidement, quand on a étudié les plans, on s'est dit que 3 vélos, c'était peut-être un peu ambitieux. On est redescendu à 2 vélos. Et puis, quand on a encore bien étudié, on s'est dit qu'en fait, ce véhicule était peut-être pas super adapté à tous nos besoins, à savoir le relief. Donc, en fait, il est peut-être pas forcément assez puissant sur les pentes et au climat, parce qu'on est quand même sur les portes du Haut-Doubs, donc ça veut tout dire en termes de climat. Donc, on s'est dit qu'on allait déjà en faire un, qu'on allait essuyer les plâtres techniques et à l'utilisation, on allait imaginer un petit peu ce qui nous manquait pour après réutiliser ce savoir-faire pour l'adapter. L'idée aussi initiale était de se fournir en matières premières, notamment pour la structure, sur des déchets industriels. Finalement, c'était un peu complexe parce que les plans, c'est quand même au demi-millimètre près, et ça aurait nécessité une très grande précision en termes de découpe et de perçage. Voilà. Pour une première, on a choisi la solution de facilité. En fait, il y a un chaudronnier dans l'Ouest qui peut fournir tous les petits bouts en alu, en fait. Ils font la structure, qui sont déjà pré-percés, et ça aide quand même pas mal le travail. Mais ça demande un gros travail quand même de commande de pièces, parce qu'il y a je ne sais plus combien de boulons et d'entretoises et autres petites joyeusetés qu'il faut compter et s'assurer d'avoir. Toutes les pièces cyclo, enfin, c'est assez technique en termes de commande.
Il a fallu donc étudier bien les plans pour savoir un peu comment on répartissait le travail, quelles compétences on avait, quelles compétences il nous manquait. Et puis on a lancé le truc. Et le 21 septembre dernier, donc il y a 2 mois, nous étions au rendez-vous avec tous les couacs que nous avions anticipés, que nous n'avions pas anticipé en amont, à savoir problème de batterie, de réception de batterie et compagnie. Mais le jour J, on était prêts. On était prêts. Et je vous fais une petite vidéo on a eu une bénévole qui nous a fait une petite vidéo TikTok qui était idéale. Ça vous donnera un petit peu l'ambiance du truc. Hello la compagnie, aujourd'hui on est le 20 septembre, c'est le jour des 24 heures du vélo. 24 heures pour concevoir un véhicule intermédiaire solaire avec toute une équipe à talent. Si ça vous dit, je vous emmène avec moi dans cette aventure. A plus, merci cette journée avec moi, bye bye. Ça y est, le chrono a été lancé, le challenge 24 heures pour construire un vélo a commencé. Je vous emmène à la Maison Grand pour voir toutes les étapes de fabrication et nos ouvriers ouvrières qui sont déjà à la tâche. Ça c'est le ravitaillement pour nourrir les troupes. Ici on a le stand Elec qui prépare toute l'électrique pour le vélo électrique, c'est ça hein. Dans le Fab Lab. Ça c'est Floris, la chef d'opération, c'est elle qui a tout organisé, la gestion, l'organisation du collectif. Ici c'est l'atelier siège, fabriquer les sièges. Là on a la team cycle. Ça va tout ensemble. Et là c'est le montage châssis. Et là c'est l'atelier soudure, préparation de pièces. On est avec Rémi qui va nous montrer à quoi va ressembler le vélo à la fin. Responsable des plans. Yes. Hop là. Et donc, du coup, nous, c'est Hello là. la compagnie, aujourd'hui on est le 20 septembre. Et donc, nous avons réussi notre challenge, puisque normalement, en 24 heures, en fait, on a réussi à le faire en 12 heures. Pause comprise. Donc, la petite. Voilà. Mais quelle rapidité! Le vélo en fonctionnement. Donc voilà, au final, on devait avoir 14 personnes qui étaient qui devaient venir nous donner un coup de main, contribuer aux 24 heures. Finalement, il y a 23 personnes qui sont passées et qui ont contribué à créer ce véhicule. C'était vraiment une chouette aventure collective parce qu'en fait, on n'avait pas forcément calibré précisément les ateliers, les temps, les étapes. On s'était dit que la magie du collectif jouerait et ça a clairement joué. On a essuyé quelques plates parce qu'il y a eu des difficultés et à chaque fois, il y avait plusieurs solutions à chaque difficulté, donc c'était vraiment cool. Donc voilà, ça c'était le challenge 24 heures. Donc maintenant que notre vélo il est fait, on a plusieurs étapes. Il faut qu'on finalise un petit peu le côté administratif parce qu'il faut qu'on puisse le couvrir en termes d'assurance et surtout qu'on puisse couvrir les utilisateurs. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller le mettre à disposition des habitants du territoire. Donc là, on va avoir besoin de relais un petit peu pour faire connaître cette possibilité. Donc on va contacter les mairies, la Comcom et puis les réseaux classiques. J'ai pas dit, mais en fait, il y a un collectif du Haut-Doubs qui s'appelle le Vélo Doubs, qui faisait partie aussi de l'aventure. Et donc, du coup, c'est pareil de faire monter le vélo par là.
L'objectif de cette mise à dispo, c'est de pouvoir le tester un peu tous les jours, de voir comment c'est compatible avec les contraintes du quotidien. Soit je l'emprunte une journée et puis je vais me balader avec mes gamins en forêt, voir si ça marche, ou bien je le garde une semaine, un mois, pour voir si en fait j'arrive à remplacer mes trajets habituellement en voiture en vélo. Et puis dans cette phase-là, on a aussi ambition notamment de projeter le film Low-Tech au cinéma de Val-d'Amont pour pouvoir échanger un petit peu sur toutes les possibilités, et notamment avec ramener le vélo et montrer la bête et voir comment ça peut être utile au quotidien. Et puis ensuite, on a déjà commencé à réfléchir à un deuxième véhicule intermédiaire qui soit donc, comme je vous disais tout à l'heure, adapté au relief, donc c'est-à-dire plus puissant, parce qu'en fait dans les montées on se rend compte à l'usage que c'est pas si péchu que ça en fait un vélo, et que quand ça monte un peu, faut déjà être un cycliste un peu sportif et déjà un petit peu aguerri pour pas être découragé, on va dire. Et donc on se dit que ça peut être aussi un argument, enfin un grand, que ce soit trop sollicitant physiquement. Adapté au climat, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a un toit, mais c'est-à-dire que quand il y a une bonne rabasse, ça suffit pas du tout. Donc, on a déjà fourni le pantalon, le surpantalon avec le prêt du vélo, mais voilà, on voudrait peut-être imaginer un truc peut-être un peu plus clos, ou en tout cas avec des bâches amovibles. Tout terrain, c'est-à-dire que là, ça peut théoriquement aller dans les chemins, mais en fait, dès qu'on n'est plus sur une voie vraiment carrossable, c'est un peu plus technique quand même. Donc, on voudrait un truc un peu plus qui puisse permettre d'utiliser autre chose que la route. Et on garde notre idée de faire en matière locale, donc soit en bois, qui peut être relativement léger, et puis local surtout, et ou la récup. On est convaincu qu'en fait, on a des entreprises dans le coin qui ont des déchets qu'on pourrait tout à fait valoriser, notamment sur les tubes à lui. Donc voilà, ce projet-là va être beaucoup plus long, je pense, parce que là, on était parti sur quelque chose de clé en main, avec des plans et tout. On va réutiliser tout ça, mais à les transformer, voilà. À suivre, on ne sait pas trop encore où ça va nous mener, mais en tout cas, la communauté reste hyper motivée, hyper intéressée, parce qu'on a réussi finalement à fédérer tout plein de gens autour du 24 heures. Ça a été une étape hyper importante en fait dans ce chemin-là, je pense. Voilà pour ce partage d'expérience qui est le Véliou à la Maison Grand. Merci beaucoup Floris. C'est un super projet. Et effectivement, dans le chat aussi, les gens ont l'air de trouver ça super. Il y a Nelly qui dit magnifique cette ambiance. Claire qui dit c'est super cette aventure de sacrés défis à relever au fur et à mesure. Il y a une question de Anne-Sophie qui demande avez-vous une idée du poids du premier véhicule construit? Alors, c'est surtout que, alors oui, j'ai une idée, mais là pas. Il y a en fait la communauté Vélio est hyper documenté tout. Je vous remettrai dans le chat le lien du Vélio. Je sais plus combien ça pèse. Je ne pourrais pas dire de bêtises, je sais plus. Mais l'info existe quelque part et je pourrais vous la trouver. Ça marche. Une question d'Amandine. Vous pensez, une fois que vous aurez imaginé le Véli adapté au relief, de mettre à disposition vos plans et évolutions? Alors, c'est l'idée, hein, de toute façon, on va dire dans la dynamique low-tech, l'idée, c'est aussi les communs. C'est juste qu'en plus d'en avoir échangé un petit peu avec d'autres collectifs qui mettent des choses en commun, en fait, c'est très chronophage. On a la compétence, c'est-à-dire qu'on a on a des gens qui savent faire des plans, donc on saura le faire, et après, ce sera juste une histoire de temps. Mais oui, l'idée, c'est de pouvoir après mettre au pot commun un petit peu notre expérience et en espérant que ça fonctionne bien. Ah ben voilà. Rester dans la merci, logique open source de la low-tech. Ouais. Je vois que vous trouvez les infos. Donc... Oui. Il y a Arnaud qui a mis que le poids à vide était de 85 kg. Voilà. Et Nelly qui partage une ressource sur un film sur les différents véhicules intermédiaires qui sont en train d'être développés. Voilà.
J'espère que j'ai pas loupé de questions. S'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, n'hésitez pas à la poser ou à lever la main. Euh, Ouais, pour l'instant, je vois rien. Sinon, pour faire une question un peu générale pour vous toutes les trois, il y avait une question que je me posais, c'est la question des imaginaires. Quand on parle des mobilités du futur, là, on vient d'avoir la présentation du coup du Vélio, un véhicule intermédiaire, ça reste quelque chose d'assez nouveau que les gens connaissent pas forcément. Comment est-ce que du coup on travaille sur ces questions de lever les freins qu'on peut avoir mentalement à se dire je vais monter dans ce genre de véhicule, qu'est-ce que ça fait psychologiquement, comment est-ce qu'on peut essayer de convaincre n'importe qui de changer sa manière de se déplacer sur tous ses déplacements, ou sur une partie de ses déplacements, que ça soit par les véhicules intermédiaires, de repenser le covoiturage, l'idée de sécurité avec l'autostop peut-être, ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû affronter toutes les trois dans vos missions et comment est-ce que vous avez discuté de ça avec les personnes potentiellement réfractaires? Je ne sais pas qui veut se lancer sur cette question, peut-être pas facile. Moi, je veux bien juste. Euh, en tout cas, là, sur le Vélio et en tout cas sur les véhicules intermédiaires, je pense que justement, la démarche qu'on a de vouloir le prêter et le mettre à dispo pour tester, voir comment ça marche au quotidien, je pense qu'en tout cas, ça peut permettre aux gens qui sont un petit peu curieux, mais qui sont pas encore prêts à passer le pas, de tester. Et après, je suis convaincue que plus on en verra, plus ça donnera envie de les utiliser. Sachant que nous, en plus, là, sur notre territoire, il y a aussi un problème d'équipement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a une nationale pour aller dans le bourg-centre qui est Val d'Aron. Clairement, moi, je prends pas la nationale avec un vélo à côté. Mais il y a des projets de voies vertes, enfin de voies cyclables en tout cas. Et je pense qu'en fait, si on est de plus en plus nombreux à utiliser ces équipements-là, ça donnera envie et ça permettra aussi de baisser les réticences qu'on peut avoir. Voilà pour la partie Ellie. Je laisse les deux autres. Oui, effectivement, vaste question qu'on s'est posée, notamment quand on a souhaité travailler un peu plus finement sur les questions de communication et d'animation. Donc, voilà, enfin, pour travailler sur cette question-là, comme je l'ai dit, on s'est vraiment appuyé, nous, sur tout ce qui existe aujourd'hui sur sur la question des changements de comportement. Donc, que ce soit en mobilité, mais aussi plus largement, il y a beaucoup de matière qui est produite actuellement sur sur ces sujets-là. Donc nous, ça a été vraiment la base, c'est comment appliquer toutes ces théories et notamment le petit schéma que je vous ai présenté là dans une image qui montre les différentes étapes par lesquelles on passe quand on doit changer de comportement, comment ça pouvait s'appliquer à à la mobilité. Donc peut-être pour ceux qui connaissent pas très bien, il y a voilà, une première étape qui est plutôt l'étape de sensibilisation, de prendre conscience des enjeux et voilà, qu'il y a autour du sujet, donc voilà, autour de la mobilité. Donc nous, c'est vrai qu'on a une entrée qui est principalement climatique, mais bien sûr, il n'y a pas que ça quand on parle de mobilité, il y a plein d'autres choses. Et puis après, il y a voilà, il y a une progression qui va de je suis conscient, je veux changer, comment je trouve des informations, comment je peux avancer dans mon cheminement, qu'est-ce qui me motive à changer. Donc, notamment dans le stand grand public, on a vraiment une animation qui vise à ce que chacun puisse se questionner voilà, sur la petite pratique enfin la petite, parce que voilà, il ne s'agit pas de tout révolutionner d'un coup déjà, et puis voilà, le point sur lequel ils aimeraient agir en termes de mobilité et de voir où ils en sont dans cette échelle et ce qui pourrait les motiver justement à passer un cap. Un des caps qui est important une fois qu'on s'est renseigné tout ça, c'est le test, c'est l'expérience. Donc là, voilà, le Vélio, c'en est l'illustration. La question du prêt de vélo assistance électrique, c'est aussi voilà, une action qui permet de répondre à ça. Et puis, il y a aussi tout ce qui est... ah oui, dans les motivations, pardon, j'oubliais, mais ce qui est important aussi, c'est les valeurs et les représentations sociales et montrer qu'il y a des gens qui le font, que c'est possible et que c'est pas subi, que voilà, ils en ressortent des choses intéressantes. C'est aussi un levier, donc c'était notamment l'angle qu'on a pris pour les vidéos. L'idée de montrer voilà, qu'il y a des habitants qui faisaient ça et et qu'ils étaient heureux de le faire, que c'était des bonnes expériences.
Et puis après, à la fin, il y a tout ce qui est un peu la pérennisation de la pratique quand ça s'est mis en place. Donc là, c'est plutôt trouver les ressorts pour valoriser voilà, ce qui s'est fait, ce qui va dans le bon sens. Et une autre action qui participe à ça, c'est par exemple le challenge mobilité Bourgogne-Franche-Comté, qui permet d'une part pour certains de tester, mais pour d'autres qui ont l'habitude de le faire, de valoriser leur pratique au jour le jour dans le cadre d'un challenge. Donc en fait, l'idée à travers la communication et l'animation, c'est vraiment d'avoir un ensemble d'actions et de communication sous différents angles d'attaque qui permet d'apporter la bonne information au bon moment du changement de comportement. Et donc c'est assez complexe. Donc en fait, il faut plutôt varier sur des choses voilà, assez diversifiées en termes de types d'actions et de types de messages. Et ça, je crois qu'on a encore pas mal à faire aussi pour vraiment varier les types de messages. Oui, pour compléter, du coup, nous, enfin, étant dans la phase encore un peu de diagnostic, c'est des questions qu'on va être amené à se poser, mais auxquelles on n'est pas encore exactement confronté. Effectivement, je rejoins quand même le fait de tester, de faire tester, mais aussi de pouvoir mener des projets concrets, même si on est dans une phase de stratégie, aussi pour embarquer, je pense, les élus et les structures. Et enfin voilà, il y a besoin de concret pour qu'on puisse se reposer sur quelque chose. Ce qui a été, nous, un peu compliqué du coup dans cette phase de diagnostic. Et puis, on ressent notamment à travers le questionnaire, on voulait valider, nous, une hypothèse qui était que la mobilité sobre n'avait pas la cote sur notre territoire, et c'est le cas. C'est pour ça qu'on essaye de pas trop le vendre sous cet angle-là, mais plus sur développer l'accès aux services, l'accès aux soins. Enfin voilà, peut-être parfois arriver plus avec l'approche inclusive que l'approche durable pour pas braquer. Mais après, ça dépend beaucoup des publics. Et puis, nous, il y a le sentiment de sécurité qui joue beaucoup sur le choix de mobilité. Donc, à la fois, pas envie de faire du vélo à côté des grumiers qui transportent les gros troncs d'arbres sur nos routes, parce qu'on va pas se sentir en sécurité. Mais ça joue aussi sur la taille des voitures. Le fait d'avoir une grosse voiture, on se sent plus en sécurité sur les routes de campagne si on croise un sanglier, si on croise une autre voiture. Enfin, voilà, il y a ça qui joue beaucoup. Donc, je pense qu'il faudra, nous, travailler sur ce sentiment de sécurité. Effectivement, faire tester, c'est une des solutions, parce que les cyclistes qui roulent dans le Morvan sans aucune piste cyclable, rien du tout, au milieu de toutes les voitures, finalement, eux, ils ont un ressenti assez différent du ressenti qui peut être imaginé par quelqu'un qui fait pas de vélo encore. Merci. Il y a une question dans le chat, Marie, qui demande c'est quoi ce challenge mobilité? Je pense que ça fait référence à ce que tu as évoqué, Carole, sur le challenge Oui, mobilité BFC. le Challenge Mobilité BFC, donc il est organisé par l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté et, pendant une semaine de septembre, qui est la semaine de la mobilité. Il invite du coup les entreprises et les salariés à se déplacer autrement qu'en voiture individuelle pour faire les trajets domicile-travail. Donc voilà, il y a toute une animation régionale qui est mise en place par l'ADEME et par différents partenaires régionaux pour faire en sorte que des territoires s'inscrivent, notamment voilà, la base, c'est que des territoires de communautés de communes s'inscrivent au challenge, et comme ça permet aux entreprises et établissements de ces territoires-là de participer à ce challenge. Donc les entreprises s'inscrivent, et puis après, en dernier lieu, ce sont les salariés des établissements et des entreprises qui s'inscrivent également. Et donc, du coup, il y a un peu deux niveaux de défis. Il y a un niveau régional entre tous les établissements inscrits, où on comptabilise le nombre de trajets effectués en mode alternatif ou évité. Voilà, le télétravail, ça joue aussi. On compte le taux de participation au sein des établissements participants, le nombre de kilomètres évités, le report modal, voilà, savoir si c'est effectivement des pratiques habituelles ou si c'est des trajets qui ont été faits autrement en report modal sur la semaine de la mobilité.
Et après, il y a aussi, du coup, au niveau local, un challenge entre les entreprises. On fait, voilà, tous les territoires qui participent, on fait une remise des prix aussi au niveau local pour récompenser les entreprises et les participants au défi au niveau local. C'est une belle animation, hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres territoires qui le font là, qui sont présents, mais moi je trouve que c'est voilà, c'est un outil intéressant justement pour parler mobilité, domicile-travail de façon sympa, quoi. Merci pour l'explication et merci à Pauline dans le chat qui a envoyé le lien vers le site du challenge. Je sais pas s'il y a une autre question, j'ai pas vu passer. Mais peut-être pour terminer sur une dernière question, il y a quelque chose que vous avez toutes les trois évoqué, c'est l'idée de sécurité, notamment à vélo ou en véhicule intermédiaire sur les routes. Et derrière, question de l'adaptation des infrastructures à ces autres modes de transport que la voiture. Est-ce que vous voyez des leviers sur lesquels vous pouvez agir en tant que PNR ou en tant qu'association qui travaille sur ces questions pour favoriser soit des comportements plus respectueux de la part des automobilistes, soit repenser tout ce qui est infrastructure. Notamment, Agathe, tu avais parlé de l'idée des chemins ruraux en Morvan. Je ne sais pas si c'est lié du coup à cette question ou pas. Voilà, peut-être une dernière petite question. Oui, bah, du coup, je peux commencer avec les chemins. Alors, effectivement, c'était pas forcément l'idée numéro un, la sécurité derrière le travail sur les chemins, mais c'est effectivement une manière, c'est un co-bénéfice, on va dire, du fait d'aller sur les chemins. Et moi, je voulais vous parler aussi d'une initiative qui a lieu donc dans la Nièvre. C'est mené par le département de la Nièvre et le CEREMA. Ils travaillent autour du lac des Sétons, qui est un lac assez touristique dans le Morvan, pour repenser en fait tous les cheminements pour aller des villes autour jusqu'au lac. Et puis, bref, ça s'étend un petit peu plus. Et en fait, il y a ils sont en train de mettre en place une méthode pour imaginer des plans de circulation en zone rurale, au même titre qu'il y a des plans de circulation en ville. Et là, ce serait la version adaptée aux zones rurales. Donc, il y a des leviers auxquels on ne penserait pas. Souvent, on pense aux bandes cyclables, aux pistes cyclables, aux voies vertes. Mais là, il y a des notions de passer des routes à sens unique, de réduire la vitesse, de dédier certaines routes à la mobilité douce, donc vélo, vélio, véhicules légers intermédiaires, riverains et agriculteurs. Voilà, donc c'est aussi, je pense, pas mal de leviers auxquels on ne pense pas tout de suite, mais qui sont très adaptés aux zones rurales. Est-ce que Carole ou Floris, vous voulez réagir aussi par rapport à cette question? Effectivement, par rapport au déplacement à vélo, hein, la sécurité, c'est vraiment un frein pour de nombreuses personnes. Alors nous, c'est un sujet voilà, qui est bien, dont on a bien connaissance sur le territoire et qui n'est pas facile à traiter parce que on a assez peu de raisons secondaires apaisées en fait, qui pourraient permettre une pratique du vélo sécurisée. Donc on a vraiment un enjeu très important sur le territoire d'aménagement et de partage de la route avec des voiries départementales qui sont quand même assez circulantes pour un territoire rural. C'est plutôt les communautés de communes du coup qui l'abordent à travers des plans vélo qui permettent voilà, de calibrer, dimensionner des aménagements sur le territoire. Et voilà, les plans vélos se mettent en place progressivement et derrière, les aménagements se mettent en place aussi très progressivement parce que ça coûte cher. Mais on a quand même une communauté de communes là, qui développe des chaussées-doux. Et c'est assez nouveau, donc c'est vraiment une façon de partager la route avec une voie centrale dédiée à la circulation des véhicules de chaque côté une voie, ouais, une bande cyclable avec priorité du coup au vélo ces endroits-là. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui est en train de se développer pas mal sur le territoire et qui paraît être une solution intéressante pour le partage de la route.
Et deuxième point que je voulais évoquer, c'est du coup pour agir aussi par rapport au comportement. On a fait une vidéo pédagogique sur la sécurité à vélo où justement l'idée c'était de parler du partage de la route avec point de vue du cycliste et point de vue de l'automobiliste. Donc j'ai mis le lien directement vers cette vidéo là dans le chat et elle est assez bien réussie. Je vous invite vraiment à la regarder. Ça marche, merci. Et Et puis Floris, du nous, coup, pour terminer, en tant qu'association, c'est sûr qu'on va avoir une marge de manœuvre certainement plus faible, si ce n'est quand même de porter la voix des habitants et notamment des cyclistes dans tout ce qui va être des temps de concertation publique et de participer à ces temps-là en tant qu'association et donc en tant que représentant d'habitants, d'une part, et d'autre part, de développer aussi des temps de formation, en tout cas des cyclistes. Donc là, on agit plutôt sur leur sécurité, enfin sur leur comportement à eux, et on va dire que c'est pas forcément cette partie-là la plus la plus efficace pour la sécurité des cyclistes, mais n'empêche que ça contribue aussi. Mais voilà. est-ce qu'il y a eu des premiers retours des habitants des Talents qui n'avaient pas participé au projet Vélio quand ils ont vu le Vélio débarquer dans leur rue? Est-ce qu'il y a eu des réactions par rapport à ça? On peut dire, en tout cas, quand on passe pas inaperçu. Non, c'est vrai que c'est assez surprenant comme véhicule. On n'en voit pas souvent, donc. Et pour l'instant, on l'a pas énormément utilisé encore, parce qu'on doit finaliser 2-3 petites contraintes techniques, notamment de siège qui recule. Ok. Mais voilà, faut qu'on finalise. On espère pouvoir le mettre à disposition là dans les premiers mois de 2026. Ça marche. Dans le chat, il y a Arnaud qui dit que certains départements réfléchissent sur des reclassements de certaines routes départementales dans le 58 et dans le 89. Et Nelly qui nous parle de INVD vers Millau, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets de sécurité et de cohabitation entre les usagers, notamment en mettant une signalisation appropriée. Et apparemment, les résultats sont plutôt probants. Donc, on ira regarder du côté de Millau pour avoir des nouvelles. Innovation véhicule doux à Millau, merci. C'est plus digeste. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de terminer, de s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, un grand merci à tout le monde pour votre participation. Merci aussi à nos trois intervenantes du jour pour leur super présentation et tous les échanges et l'inspiration qu'on en tire. Les prochaines étapes, donc l'enregistrement du webinaire sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube FNE-BFC, ainsi que le compte rendu du webinaire sur la plateforme BFC Circulaire. Et j'essaierai aussi de partager ma présentation et éventuellement celle d'Agathe, Carole et Floris si vous souhaitez la mettre à disposition. Vous pouvez me l'envoyer et je la mettrai également à disposition de toutes et tous. Si ce webinaire vous a intéressé et que vous questionnez sur le programme Transition Action, on a une newsletter qui sort tous les 3 mois. Donc, si vous voulez vous inscrire à cette newsletter, vous pouvez m'envoyer un petit mail à transition.action@fne-bfc.fr. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté Transition Action sur BFC Circulaire, donc la plateforme de l'économie circulaire qui est gérée par la région. Et depuis cette plateforme, donc dans la communauté Transition Action, vous pouvez avoir accès à tous les documents qui sont produits dans le cadre du programme. On est également sur tous les réseaux sociaux en tant que France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté, donc Instagram, LinkedIn, Facebook, si vous voulez avoir les actualités des autres programmes aussi. J'en profite pour faire 30 secondes de pub pour le programme Dialogue environnemental, qui est un programme qui vise à porter la parole des citoyens sur des sujets qui les concernent directement. Donc cette année, le thème, c'était la mobilité, justement. Donc il y a eu, je crois, une dizaine de dialogues qui ont été organisés dans toute la région, où les habitants ont pu s'exprimer sur leurs ressentis par rapport aux pratiques de mobilité. Et donc, si ça vous intéresse, il y a une restitution qui est organisée cette semaine avec une vidéo et tous les résultats de ces dialogues sont envoyés à la région et à la DREAL pour après influencer un peu sur les politiques de mobilité au niveau régional. Voilà pour les informations. Donc encore un grand merci à toutes et tous et puis à bientôt.